les Français venus mourir dans la capitale d'Hitler et qui en ont fait un enfer pour tous les autres. Les chars soviétiques encerclaient les bâtiments à main. À l'intérieur, les Français tendaient des pièges, des embuscades avec des Panzerfaust depuis les toits et les sous-sols. Ils comptaient, un char détruit, puis un autre. Un jeu, une compétition macabre pour voir combien ils pouvaient en abattre avant d'être submergés. Ils étaient moins de 350 Français, des volontaires étrangers, des Français en uniforme SS, et ils avaient juré de tenir la ligne, même si cela devait tous les tuer. Un plan presque suicidaire. Fanatisme. Voici le documentaire complet de leur marche vers le Reich à leur dernier combat dans les ruines de Berlin. Après avoir subi des pertes énormes sur le front de l'Est, les restes de la division Charlemagne se sont lentement regroupés près d'Anclam, à environ 30 km à l'ouest de Svinemunde. Parmi les premiers à arriver se trouvaient les officiers et environ 200 hommes des sections de transport et de logistique qui avaient échappé de justesse aux Russes lors de la retraite chaotique de Grossguestin le 4 mars. Ces survivants étaient partis à la faveur de l'obscurité, juste avant que les chars soviétiques n'atteignent leur position. Le 16 mars, le général de division SS Krukenberg et les restes meurtris du bataillon Fennet, un peu plus de 700 hommes sur une force initiale de plusieurs milliers, atteignirent la région vers midi. Étrangement, les troupes françaises qui venaient tout juste de fuir le siège de Kolberg et de débarquer à Swinemünde ne furent pas autorisées à rejoindre leurs camarades. À la place, elles furent envoyées au bataillon de remplacement à Wilflecken, à plus de 400 km au sud-ouest. 2 jours plus tard, Krukenberg se présenta au quartier général de campagne de Heinrich Himmler près de Prenzlau. Il revint avec une vague de promotions et de médailles, dont beaucoup furent décernées à titre posthume. Profondément fier du courage montré par ses volontaires français, Krukenberg arborait désormais l'insigne tricolore français cousu fièrement sur la manche de son uniforme. Ce même jour, le major SS Katzian fut envoyé à Wilflecken avec des ordres. La force réorganisée entama une longue marche de 4 jours vers Neustrelitz, arrivant le 21. Leur nouveau quartier général fut établi dans le village rural de Karpen, à 10 km à l'est de la ville. Des éléments de la division furent alors dispersés dans les villages voisins. Des ordres arrivaient bientôt du quartier général de la SS, imposant la réorganisation de l'unité en un régiment de grenadiers d'ici le 15 avril. Celle-ci suivrait la structure de combat de 1945, composée de 2 bataillons d'infanterie et d'1 bataillon d'armes lourdes. La division Charlemagne était répartie sur plusieurs localités. Le quartier général du régiment fut installé à Gramertin, sous le commandement du colonel Zimmermann, qui fut ensuite remplacé par le capitaine Krupsch. L'école de combat de la division fut rouverte à Gorgonov, sous la supervision du lieutenant Weber. Le bataillon d'armes lourdes, commandé par le capitaine Boudégozy, était stationné à Goldenbaum. D'autres positions clés comprenaient Fürstensee, Wokul, Druin, Zino, Turo et Rodlin. Le capitaine Fennet continua de commander le 57e bataillon, tandis que le 58e fut d'abord dirigé par le capitaine Jauss avant que Krupsch ne prenne la relève. Le capitaine Roy dirigeait une unité de construction et la gendarmerie de campagne était placée sous la direction du lieutenant Gur et du lieutenant Fatin. Malgré sa force réduite, la division resta rattachée à la 3e armée blindée du général de Panzers Assu von Manteuffel, qui, avec la 9e armée, était sous le commandement du colonel général Gotthard Heirichi, qui venait de remplacer Himmler. Alors que les soviétiques se préparaient à traverser l'Oder, les troupes de la division Charlemagne furent placées sous le commandement de la garnison de l'arrière de Fellberg et mises au travail à partir du 31 mars. Elles construisirent des pièges à chars et des fortifications autour des lacs à l'est et au sud de Neustrelitz, mais la division n'était plus qu'une force squelettique, à peine 700 hommes.
La première mission de Krukenberg fut de rassembler les éléments dispersés de son unité. Il espérait reconstituer un groupe de la taille d'un régiment à Weifliken, désormais renforcé par des survivants de Kolberg, et retrouver le bataillon Martin, disparu depuis longtemps, qui avait été vu pour la dernière fois à Göttemassen. Le 27 mars, Krukenberg adressa une déclaration de ralliement à ces hommes. Il leur rappela qu'ils n'avaient pas combattu comme de simples auxiliaires anonymes au sein de l'armée allemande, mais en tant que division française indépendante. Il évoqua leur résistance héroïque au sud de Berenwald, où ils avaient détruit 16 chars soviétiques en moins d'1 heure, et loua leur courage à Neustetten. Mais il réserva une admiration particulière pour leur dernier combat à Kurland, où ils s'étaient battus jusqu'à la dernière heure du 5 mars. Alors que le reste des forces allemandes s'effondrait, leur résistance avait permis une percée partielle de l'encerclement russe. Le général loua non seulement leur férocité, mais aussi leur discipline, attribuant à ces deux qualités la survie de nombreux camarades. Il rendit hommage aux morts de Kolberg, aux combattants qui résistaient encore à Danzig et aux hommes dispersés qui n'étaient pas encore entrés. Krukenberg parla de leur mission commune, la renaissance de la France au sein d'un nouvel ordre européen, et souligna que seuls ceux qui s'étaient illustrés dans le sang et le feu pouvaient prétendre être les futurs libérateurs de la France. Il les exhorta à considérer chaque bataille non comme une fin, mais comme un commencement, et à poursuivre le combat sans hésitation. Début avril, les effectifs de la division gonflaient jusqu'à près de 1000 hommes, avec l'arrivée de nouveaux volontaires, le retour au service de soldats blessés et le retour de stagiaires ayant suivi des cours spéciaux. Mais des fissures avaient déjà commencé à apparaître. Les tensions entre les factions politiques au sein de l'unité provoquaient des frictions. Le moral baissa, la discipline se relâcha et plusieurs hommes furent exécutés par un peloton d'exécution pour désertion et pillage. Les ordres de creuser les tranchées et de fortifier les positions déclenchèrent une vague de mécontentement, et ce n'est que grâce à son leadership personnel que le tout nouveau capitaine, Fennet, parvint à maintenir son bataillon en ordre. Finalement, Himmler et Krukenberg prirent une décision radicale. La division serait scindée en deux, des volontaires prêts au combat et une unité de construction pour ceux qui refusaient de se battre jusqu'au bout. Krukenberg s'adressa à ses hommes sans détour. Il leur dit qu'il ne voulait que des volontaires. Ceux qui n'avaient pas la volonté de continuer resteraient dans la SS, mais en tant qu'ouvriers, non comme combattants. Environ 400 hommes, pour la plupart d'anciens membres de la milice, choisirent cette voie. Ils furent formés en un bataillon de construction sous le commandement réticent du capitaine Roy, avec l'officier corse diviseur Géromini à la tête de l'une de ses compagnies. Ces hommes furent stationnés à Druyan, séparés de la principale force de combat. Pendant ce temps, 100 survivants du bataillon Martin, disparus depuis longtemps, rejoignirent la division après leur évasion de Gotenhafen. Des renforts étaient encore à Dozieu. Plus de 1000 hommes, menés par le lieutenant-colonel Hercher, étaient en route, ayant entamé leur marche dans la nuit du 30 mars. On attendait également des hommes de la compagnie de canons d'assaut de la division qui avaient terminé leur entraînement en Bohême-Moravie. Mais ils furent contraints de marcher comme fantassins après avoir perdu leur véhicule Hetzer au profit du groupe d'armées Schörner. Pendant ce temps, en France, de profonds bouleversements politiques étaient en cours. Le général de Gaulle avait formé un nouveau gouvernement provisoire en août 1944. Tandis que le maréchal Pétain et les derniers membres du régime de Vichy avaient été déplacés de force par les Allemands dans la ville de Sigmaringen. Ces bouleversements politiques jetaient une ombre longue sur la division Charlemagne, laissant nombre de ses membres incertains quant à leur avenir et de plus en plus isolés du pays qu'ils prétendaient autrefois servir. Dans les derniers jours d'avril 1945, alors que le Troisième Reich s'effondrait sous l'avancée soviétique, les volontaires français de la division Charlemagne furent appelés une dernière fois. Leur histoire à Berlin, telle que cela rappelle leur commandant, le capitaine Henri Fennet et le général de division SS Krukenberg, se déroule comme une sombre odyssée au cœur de la capitale mourante. À 4 heures du matin, le mardi 24 avril, Krukenberg reçut 2 appels urgents, l'un du bureau du personnel de la Waffen-SS près de Fürstenberg et l'autre du quartier général du groupe d'armées Weichsel près de Prenzlau. Sur ordre du haut commandement, il devait se rendre immédiatement à Berlin et prendre le commandement de la 11e division SS Panzergrenadier Nordland, déjà en limbo. Son ancien commandant, le général Ziegler, venait d'être relevé de ses fonctions pour raison de santé. Krukenberg reçut l'ordre de se présenter directement au général Hans Krebs, chef de l'état-major général de l'armée, ainsi qu'au général SS Fegelein, officier de liaison de la Waffen-SS à la chancellerie d'Hitler. Ayant été témoin du chaos des opérations précédentes, Krukenberg demanda l'autorisation d'emmener avec lui une partie de son état-major, ainsi qu'un détachement de volontaires, des hommes ayant une expérience du combat, de préférence formés à la lutte anti-char.
L'autorisation fut accordée et le capitaine Henry Fenn, déjà décoré de la Croix de fer de première classe pour sa bravoure en Poméranie, reçut le commandement de ce détachement. Le convoi était composé de 2 bus. Ce même matin, le maréchal soviétique Rokossovski, à la tête du deuxième front biélorusse, lança une puissante offensive, exerçant une pression sur le groupe d'armées Weichsel et gagnant du terrain sur la rive ouest de l'Oder. Berlin était désormais presque encerclée, les armées des maréchaux Zhukov et Koniev se rapprochant de l'est et du sud. Le temps était compté. Quelques heures plus tôt, Kruschenberg avait reçu un ordre distinct par télégramme. Il devait former un bataillon d'assaut à partir des restes de la division Charlemagne et le conduire à Berlin. Ce nouveau bataillon d'assaut fut forgé à partir de ce qui restait du bataillon 57, de parties du bataillon 58 et des troupes d'élite de l'école de combat divisionnaire, connue sous le nom de compagnie d'honneur. La plupart des membres de l'état-major divisionnel les rejoignirent. Leurs armes étaient limitées, principalement des fusils d'assaut MP-44, des mitrailleuses MG-42 et des lance-roquettes anti-chars Panzerfaust. Il n'y avait ni chars ni artillerie. Juste 500 hommes épuisés mais déterminés, se dirigeant vers le cœur de l'enfer. Les routes menant à Berlin étaient encombrées de véhicules et de traînards, soldats, réfugiés, colonnes brisées. Près de Nauen, le convoi français fut attaqué par l'aviation soviétique. Plus loin, près de Westermark, ils furent bombardés par l'artillerie ennemie. Pour éviter d'autres expositions, Krukenberg détourna la colonne vers la ville de Keitzen. Alors qu'ils approchaient d'un passage de canal près des fermes de Falkenreder, le désastre frappa. 3 miliciens Volkssturm nerveux, prenant la colonne pour une unité ennemie, firent exploser des charges sur le lourd pont de grès. Les explosions coupèrent leur seule route. Les véhicules ne pouvaient plus avancer. Les camions furent abandonnés et reçurent l'ordre de retourner à Neustrelitz. Plusieurs certains dit. 3 réussirent à regagner Karpen, tant bien que mal, transportant 90 hommes et plusieurs officiers, dont les lieutenants Fatin, Herp et le sous-lieutenant Verny. Le reste du bataillon fut contraint de continuer à quai. Ils emportaient ce qu'ils pouvaient, principalement des munitions et des armes légères. Après une marche exténuante de 20 km à travers les abords d'un monde mourant, ils atteignirent Berlin par l'ouest. En traversant Marquardt, Glienicke et Gartow, les soldats épuisés ne rencontraient presque aucune défense organisée. Seuls 3 garçons des jeunesses hitlériennes furent aperçus en patrouille à vélo, armés de Panzerfaust. Les crotons possédaient. Après des heures à trébucher dans l'obscurité et à esquiver le tonnerre de l'artillerie russe, les hommes atteignirent la lisière ouest de la ville. Ils s'effondrèrent dans la forêt de Grunewald, près du pont de Pichelsdorf, appelé le Freibrücker, une cible clé pour les artilleurs soviétiques. Les obus sifflaient au-dessus de leur tête, s'écrasant dans les arbres et la terre sous les pins. Les hommes de la Charlemagne tentèrent de se reposer, sachant qu'ils étaient arrivés aux portes de leur ultime bataille. Le capitaine Fenet décrivait plus tard cette marche comme s'il s'agissait d'un rêve, une procession cauchemardesque à travers le feu ennemi et une campagne en ruine. Ils marchaient depuis des heures, depuis que l'explosion du pont les avait forcés à abandonner leurs camions. L'air s'était épaissi des bruits de la guerre, le crépitement des mitrailleuses, le grondement sourd de l'artillerie lointaine, les murmures de la panique, dans leur propre rang. Leurs muscles brûlaient d'épuisement, mais continuaient d'avancer, comme possédés, déterminés à atteindre Berlin, non pas comme des déserteurs, mais comme des guerriers. Plus ils s'approchaient, plus les bruits devenaient intenses, jusqu'à ce que même les arbres semblent trembler sous les ondes de choc des obus soviétiques. Lorsqu'ils atteignirent enfin la ville, ils furent parmi les derniers à y entrer avant que l'étau soviétique ne se referme complètement. Blottis dans la forêt sombre, avec la lueur des incendies à l'horizon et l'armée rouge resserrant son étreinte, ils savaient qu'il n'y aurait plus de retour possible. Devant eux ne s'étendait plus que la destruction, la mort et les ruines de l'ultime résistance du Reich. Une violente explosion brisa soudain le silence étrange de la nuit. Un avion soviétique venait de larguer une bombe à proximité, dont la détonation tonitruante fit trembler toute la vallée, ébranlant des nerfs déjà mis à rude épreuve par l'épuisement. Pendant un long moment, le grondement résonna dans l'obscurité, avant de s'éteindre à nouveau dans le silence. Les hommes, endurcis par des mois de combat, retrouvèrent leur sommeil agité sous les arbres de la forêt de Grunewald.
Alors que la ville de Berlin se préparait à ses derniers soubresauts, le général de division SS Krukenberg réquisitionna un véhicule abandonné peu après midi. Accompagné du capitaine SS Pachour, il fonça vers la chancellerie, qu'il atteignit vers minuit et demi le 25 avril. Là, dans une salle de communication tendue, ils attendirent pendant des heures. À 3h30 du matin, Krukenberg fut emprunt présenté au général Hans Krebs, chef de l'état-major général de l'armée, qui le salua avec un air las et incrédule. « Vous êtes le premier à arriver » dit Krebs sans détour. « Nous avons ordonné à de nombreux officiers et unités de venir à Berlin, mais vous êtes le seul à avoir réussi. » La défense de la capitale était déjà devenue une cause perdue. Krukenberg reçut l'ordre de se présenter au général Helmut Weidling, récemment nommé commandant à la fois du LVI et corps blindé et de la défense générale de Berlin. Le poste de commandement se trouvait dans les bureaux de la 3e région militaire, sur le Hohenzollern-Damm. Pendant ce temps, le général SS Fegelein restait introuvable. À l'aube, alors que les volontaires français se réveillaient sous les pins, Krukenberg revint de la chancellerie et partagea la sombre nouvelle. L'encerclement soviétique s'était désormais complètement refermé autour de Berlin pendant la nuit, et de profondes pénétrations ennemies avaient déjà été signalées au sud-est, en particulier dans le quartier de Neukölln. C'est là qu'il leur annonça que leur bataille finale allait commencer. Le bataillon français devait être intégré au reste brisé de la 11e division S, SS division de volontaires Panzergrenadier. Norrland, désormais composée de volontaires norvégiens, danois et suédois, mais réduite à moins de 1500 combattants. Alors que les soldats observaient les patrouilles des jeunesses hitlériennes traversant la forêt à vélo, des Panzerfaust en bandoulière, leurs ordres de marche arrivèrent, le moral remonta, les camions s'engagèrent dans la ville en flammes. Tout autour, le ciel tremblait sous les hurlements de l'artillerie. Et pourtant, au cœur de ce chaos, les Berlinois circulaient dans leur ville avec une étrange sérénité. Aucun chaos dans les rues, seulement une détermination calme et sombre, comme si l'âme même de la ville avait accepté son destin. Krukenberg retourna au stade des sports du Reich à 5h du matin, puis se rendit au barrage de Hohenzollern, sans trouver la moindre trace des défenses extérieures de la ville. Au poste de commandement du 56e corps de Panzer, il fut accueilli par le colonel von Duving et rencontra enfin le général Weidling. La situation était pire qu'il ne la récra. Malgré ses efforts pour organiser une défense active, Weidling ne disposait que son corps d'armée éprouvé, des restes en lambeaux de la division Norrland, de la division blindée Münchenburg sous effectif et d'une force hétéroclite composée de Volkssturm, de jeunesse hitlérienne, de gardes de la chancellerie et d'unités d'alerte improvisées issues des services de l'arrière, dont beaucoup étaient mal entraînés et mal équipés. Le secteur de défense C, couvrant le sud-est de Berlin, avait été attribué à la division Norrland, mais son ancien commandant, le général de division SS Ziegler, avait déjà perdu tout espoir de maintenir la cohésion. Démoralisées et épuisées, ces unités étaient dispersées à travers les ruines de la ville. Ziegler avait demandé à être relevé de ses fonctions et attendait de remettre le commandement à Krukenberg. Lorsque Krukenberg arriva au poste de commandement de la division, installé dans une clinique pulmonaire endommagée sur la Sennheiderstrasse, entre Kreuzberg et Neukölln, il trouva le quartier général en désordre, ayant récemment essuyé un impact direct d'une bombe soviétique. Ziegler l'accueillit avec une expression sombre et une prédiction encore plus funeste. « Vous ne tiendrez pas plus de 48 heures », le prévint-il. Il ne lui restait plus que 70 hommes encore en première ligne. Le reste se repliait soit de son propre chef, soit était trop brisé pour se battre. Ces régiments de grenadiers autrefois redoutables ne constituaient désormais guère plus que des bataillons sous-effectifs. À midi, le 25 avril, Ziegler transféra officiellement le commandement à Krukenberg et partit pour la chancellerie. Krukenberg ne le reverrait qu'au 1er mai. Désormais, le poids de la défense sud-est de Berlin reposait sur les épaules d'un Français devenu commandant SS et de quelques centaines de volontaires étrangers. Krukenberg envoyait immédiatement son officier de liaison, le sous-lieutenant SS Patzak, prévenir le bataillon français, qui se reposait encore au terrain de sport du Reich, et les préparait à embarquer dans les derniers camions restants du Norrland. Mais à peine Ziegler était-il parti, que le chaos éclata à l'entrée du bunker. 2 ou 3 véhicules blindés de transport de troupes arrivèrent, remplis de soldats blessés, cherchant un hôpital. Les sentinelles françaises, incapables d'arrêter les véhicules, ouvrirent le feu, les prenant pour des troupes ennemies. L'un des véhicules riposta avec une mitrailleuse, blessant plusieurs volontaires français dans la confusion. C'était un rappel brutal de l'extrême fragmentation de la situation. Amis et ennemis commençaient à se confondre dans les découdres. La division Norrland que Krukenberg avait héritée n'était plus qu'une force squelettique,
à peine 1500 hommes, avec seulement 6 canons automoteurs encore en service. Son artillerie avait été réaffectée à la réserve centrale du Tiergarten et les unités de ravitaillement étaient dispersées autour de Pischelsdorf. Avec frustration, Krukenberg donna l'un de ses premiers ordres. Les unités subordonnées n'étaient plus autorisées à se déplacer sans autorisation écrite. Mais cela relevait d'une illusion née de la discipline en temps de paix. La réalité échappait totalement à tout contrôle. Son ordre ne pouvait pas être appliqué dans ce cas où la ville se dissolvait, la chaîne de commandement se désagrégeait. Et dans les heures à venir, son bataillon de fortune, composé de volontaires français, serait jeté dans l'une des dernières résistances les plus brutales et symboliques de la Seconde Guerre mondiale, dans les rues dévastées de Neukölln, face à la marée irrésistible de l'Armée rouge. À l'aube, alors que la ville en ruine s'éveillait, le général Krukenberg avançait à pied à travers les rues dévastées de Berlin, cherchant à établir le contact avec la ligne de front en train de s'effondrer. Croisant des miliciens Volkssturm dispersés, il trouva leur commandant local, un Kreisleiter du parti nazi, qui dirigeait les opérations depuis un quartier général de fortune installé dans le grand magasin Karstadt à Hermannplatz. Depuis la fenêtre du premier étage, l'homme avait une vue sinistre sur les environs. Il rapportait que les troupes soviétiques avaient pris Treptow la veille. De faibles avant-postes subsistaient le long de la digue urbaine et à Sonnenallee, mais ils étaient à peine armés et manquaient de munitions. Les lignes de communication s'effondraient. Le secteur de la gare de Görlitzer avait perdu son commandant à peine 2 heures plus tôt. Après une nuit agitée, troublée par un raid aérien près de Hasenheide, le capitaine Fennet et ses volontaires français furent réveillés avant l'aube, le 26 avril. Leurs ordres étaient de soutenir une contre-attaque de la Norlande en direction de la mairie de Neukölln à 5 heures du matin. Mais comme cela devenait habituel en ces derniers jours, l'opération fut retardée. Lorsque l'assaut commença enfin à 6 heures, la tragédie frappa presque immédiatement. Le sergent-chef Olivier de la 4e compagnie s'était réuni avec ses chefs de section pour les dernières instructions. Il fut surpris à découvert par un canon anti-char soviétique. L'explosion traversa le groupe sans avertissement. 17 hommes furent tués sur le coup. Olivier lui-même fut grièvement blessé, tout comme le chef de section Fiesebrand. L'aspirant Protopopov prit le commandement, tandis que les blessés étaient évacués. Fennet se souvint plus tard de ces instants avec une clarté profonde et hantée. Ils avaient inspecté leurs armes aux premières heures, près du parc Azemida. La ville était étrangement silencieuse. Le verre craquait sous les bottes, tandis que les sentinelles arpentaient les rues assombries. L'eau silencieuse du canal de Neukölln miroitait noire sous le ciel nocturne. Puis vint le bourdonnement sourd des moteurs au-dessus, suivi du chaos fracassant d'un bombardement aérien soviétique. Le sol trembla, les vitres volèrent en éclats et les gravats tombèrent en pluie, mais l'ennemi n'attaqua pas. Lorsque la dernière bombe tomba, le silence revint, un calme inquiétant avant la tempête. À l'aube, les compagnies se rassemblaient en silence près de la mairie. Les chars attendaient déjà d'imposants Königtigers avec leurs redoutables canons de 88 mm, de fins Panthers positionnés à quelques mètres derrière et des Sturmgeschützer tassés, reposant discrètement dans l'ombre. Le plan était simple et désespéré. Les grenadiers avanceraient aux côtés des blindés, nettoyant les bâtiments et les ruelles, tandis que les chars fourniraient un tir de couverture. Lorsque le signal fut enfin donné, les Français se ruèrent en avant, bien espacés et disciplinés. Au début, il n'y eut aucune résistance. Puis vint le rythme lent et martelant des mitrailleuses Maxim. Des obus anti-chars soviétiques sifflaient depuis des positions dissimulées. Les hommes de Fennet avançaient en vétérans, bondissant d'une porte à l'autre, se dissimulant derrière des murs éventrés, escaladant les décombres, esquivant les tirs de snipers venus des étages supérieurs. Les chars derrière eux rugirent en action, crachant des flammes qui secouaient les rues et embrasaient les bâtiments. L'infanterie rouge restait en grande partie dissimulée, comptant sur ses armes lourdes pour briser l'assaut. Mais les Français continuaient à avancer. Puis la catastrophe. Une section de réserve s'approcha d'un carrefour, regroupé sous la fausse sécurité des ruines voisines. Une salve soudaine des Soviétiques les frappa plein fouet. L'explosion déchira les corps, projeta les hommes contre les murs et transforma la rue en... Abasourdis, ils ne purent que compter les corps et continuer d'avancer. Pourtant, l'attaque se poursuivit. Bloc après bloc, bâtiment après bâtiment, les Français délogeaient l'ennemi à la grenade et à la baïonnette. Les munitions commençaient à manquer. Les hommes revenaient par petits groupes au poste de commandement pour remplir leurs cartouchères avant de replonger dans le chaos. Les Berlinois, des vieillards et des femmes sortant des caves observaient la scène avec stupeur. Certains offraient des tasses d'eau ou de coffee. D'autres tentaient de partager le peu de nourriture qu'il leur restait. « Puissiez-vous réussir » murmurait-il. «
puis les volontaires disparaissaient à nouveau dans la fumée. Mais le danger menaçait sur les deux flancs. Le contact avec les unités de soutien fut perdu. Les Français comprirent qu'ils étaient seuls. Puis un message de la division arriva. Si l'attaque n'a pas commencé, arrêtez-vous et attendez de nouveaux ordres. Si elle a commencé, faites de la con. L'adjudant de fenêtre, le SS, lieutenant von Wallenroth, partit clarifier la situation. À son retour, la nouvelle était sombre. Ils avaient été la seule unité à lancer leur attaque. Ce même matin, le 26 avril, les Soviétiques avaient lancé leur assaut à grande échelle sur Berlin, et le front cédait de toutes parts. « Quelle chance !» marmonna Fenech. « Nous avons pris la moitié d'un quartier à Ivan, et maintenant on nous dit de l'abandonner. » Mais il n'y avait mieux qu'arrêt. « Nous restons ici, décida Thiers. Si les flancs se stabilisaient, ils tiendraient. Sinon, ils combattraient là où ils se trouvaient. » Ils formèrent un saillant défensif, retirant des hommes de la ligne de front pour renforcer les flancs. L'hôtel de ville de Neukölln devint leur nouveau bastion. Des renforts arrivèrent bientôt, sous la forme d'une troupe des jeunesses hitlériennes, plusieurs centaines de garçons âgés de 14 à 16 ans. Ces jeunes combattants attaquaient avec une bravoure suicidaire et sans peur, armés de fusils plus grands qu'eux et de Panzerfaust serrés dans leurs mains. Ils se lançaient dans la bataille avec un courage téméraire. Beaucoup furent tués, mais ils continuaient d'arriver, déterminés à prouver qu'ils étaient dignes des vétérans de la Waffen-SS à leur côté. Les Français et les jeunesses hitlériennes se battaient comme des démons, repoussant les Soviétiques avec une férocité qui stupéfia l'ennemi. Des dizaines de chars furent détruits, les morts soviétiques jonchaient les rues, mais la pression ne fit que s'intensifier. Des estafettes couraient entre les bâtiments en ruine pour maintenir le contact entre les escouades. Caporal Millet, âgé de seulement 20 ans, empruntait sans hésiter les itinéraires les plus dangereux. Encore et encore, il revenait, calme, silencieux et efficace. Mais finalement, lâche-toi. Alors qu'il regagnait la rue près de la mairie, un obus soviétique explosa à proximité. Il tomba sur le coup, son corps tressaillit une fois avant de s'immobiliser. Fenech, désormais blessé lui aussi par un éclat d'obus au pied, fut traîné jusqu'à l'entrée de la mairie. L'ennemi n'était plus qu'à 50 mètres. Il ordonna de nettoyer les rues environnantes. Avec une canne dans une main et un aide à ses côtés, il boitait d'une position à l'autre, maudissant sa blessure et ralliant les hommes. Les Soviétiques lancèrent un assaut direct contre le bâtiment. Ce qui suivit fut un combat féroce et rapproché. Des baïonnettes s'entrechoquant dans les escaliers, des fusils tirés à bout portant dans les couloirs sombres. Les Français tenèrent la mairie, puis lancèrent une contre-attaque brutale qui repoussa les Soviétiques. C'était pas terminé. Une colonne de chars T-34 approchait. Certains furent détruits par des Panzerfaust, mais d'autres continuèrent d'avancer. Un Gunstiger tendit une embuscade à proximité, caché dans une rue latérale. Alors que les T-34 s'approchaient, Furnet, à l'écoute, non loin de là, pouvait entendre les chenilles ennemies grincer sur les pierres brisées. Puis, crac, un éclair aveuglant. Un coup direct. Le T-34 s'arrêta dans un soubresaut, sa tourelle soufflait. De la fumée et des flammes s'échappaient de l'épare. Personne n'en sortit. Le char était hors d'usage. Les Français allaient continuer à se battre. Le caporal Millier gisait toujours dans la rue où il était tombé, son corps vêtu d'une tunique de camouflage verte et brune, ses cheveux blonds emmêlés de poussière, et le rouge éclatant de son visage, désormais terni par la mort. Le barrage soviétique l'avait frappé sur le côté, le tuant sur le coup. Ses camarades le portèrent doucement en lorry. À sa place s'avança Roger, un jeune homme imposant de 19 ans, aux chevaux d'un noir de jais, au regard d'une froide intensité et animé par le feu du fanatisme. Il avait rejoint la Waffen-SS à seulement 17 ans, défiant un officier qui lui avait un jour dit que leur mode de vie était trop dur pour les Français. « Ah, pour tout le monde !» C'est ce que Roger avait répondu. Et c'est précisément pour cela que je m'engage. Il avait survécu à 2 campagnes sans une égratignure, mais la route vers Berlin avait été brutale. 2 jours plus tôt à Panne, lors du chaos sur le pont du canal Blaune, il avait été projeté dans l'eau, les yeux remplis de gravier, ce qui l'avait laissé aveugle pendant une journée. À présent, sa vue retrouvée, il endossait le rôle de messager et de combattant avec une résolution stoïque. En fin d'après-midi, la situation autour de l'hôtel de ville était devenue désespérée. Le front s'était effondré sur les 2 flancs, laissant le bataillon Charlemagne isolé. Il n'y avait personne à leur côté, personne derrière. Ils tenaient leur position uniquement par la force de leur volonté et l'esprit farouche d'hommes qui n'avaient aucune intention de se rendre.
Un petit sergent flamand, connu sous le nom de Cap, prit position à une mitrailleuse et contrôlait à lui seul toute une rue. Tirant à un rythme stupéfiant de 1200 coups par minute, il balayait la zone avec une précision mortelle, changeant de position derrière les gravats et les murs éventrés pour désorienter les rouges. Lorsque Fink, qui servait de béquille improvisée au capitaine Fennet, devint agité, il confia cette tâche à un jeune hitlérien à proximité et courut en avant pour relever Cap. « Laisse-moi prendre la relève. Tu vas tuer, dit-il. » Les deux hommes se relayaient, tenant la rue pendant des heures, veillant à ne céder pas un pouce à l'ennemi. 5 longues heures s'écoulèrent. Ils étaient complètement seuls. Quelques chats, à court de carburant et de munitions, restaient à proximité. Les autres s'éterpillaient. Bien qu'isolé de la division, Fennet décida de rester à la mairie aussi longtemps qu'il resterait un chemin de retraite.